Bonsoir à toutes et à tous, et donc bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'invité du jeudi. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Marc Dailleron, immunologiste et directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INSERM, pour comprendre l'étrange augmentation des allergies dans les pays développés depuis une cinquantaine d'années. Ancien directeur du département d'immunologie de l'Institut Pasteur, Marc Dailleron a créé l'unité de recherche allergologie moléculaire et cellulaire. Il est actuellement chercheur émérite au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini et chercheur invité à l'Institut Pasteur et également membre associé à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Il est l'auteur de l'ouvrage L'immunité, la vie pour une autre immunologie aux éditions Odile Jacob, sorti en 2021. Pour l'accompagner sur ce vaste sujet, nous aurons également le plaisir d'accueillir en tant que grand témoin Philippe Ravalo, professeur du CNAM et titulaire de la chaire agroalimentaire du CNAM. Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment adresser vos questions sur l'espace de conversation situé à droite. Monsieur Dailleron, je vous laisse à présent la parole et je vous souhaite la bienvenue et une excellente séance à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de me permettre d'être avec vous, de me transporter par l'esprit jusqu'en Bretagne pour partager avec vous des choses qui m'intéressent. Et puisque je suis dans les remerciements, je ne peux pas manquer de remercier le professeur Patrice Debré qui m'a permis qui m'a introduit auprès de vous et à qui je dois beaucoup et qui est un vieux collègue et un vieil ami, ou plus exactement, c'est il y a longtemps que nous sommes collègues et amis. Je voudrais remercier aussi Madame Hérault, que je ne connais pas, mais qui a été à l'origine de tout cela, et bien sûr Philippe Ravalo, qui a accepté d'être le grand témoin donc, de cette réunion. Et pour terminer, je ne manquerai pas de remercier Jean-François Pommier, qui a permis que, sur le plan technique, cette chose se passe au mieux, et je crois que, voilà, avec tout ce qu'il a fait, elle va se passer au mieux. Alors maintenant, je vais déjà tout de suite voir si c'est bien le cas en essayant de partager mon écran. Voilà. Donc maintenant, je suis prêt à commencer. Donc merci à vous tous que je ne vois pas, que je n'entends pas, mais qui êtes devant vos ordinateurs et qui me faites la gentillesse de me consacrer cette heure que nous allons passer ensemble autour de l'allergie. C'est-à-dire que parler d'allergie aujourd'hui, c'était pas vraiment prévu complètement comme ça, mais ça tombe de façon formidable parce que nous sommes au printemps, c'est-à-dire que les allergies explosent, c'est-à-dire que c'est vraiment le marronnier, comme on dit en langage, en langage journalistique, tous les ans à cette époque, et puis l'allergie revient, elle est même commencé à revenir depuis un moment, et c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement préoccupant. Et je vais tâcher donc de voir avec vous ce qu'on en comprend, parce que finalement l'allergie c'est vraiment une énigme pour nous immunologistes. Ça fait 150 ans qu'on fait de l'immunologie et qu'on n'est pas très sûr de bien savoir de quoi on parle quand on parle d'allergie. Alors, l'allergie, c'est donc c'est une épidémie moderne. C'est une épidémie moderne parce que c'est une épidémie, ce sont des maladies qui sont de plus en plus fréquentes depuis presque un demi-siècle maintenant. Et c'est pas une maladie nouvelle, hein, ça existe depuis la plus haute antiquité. Il y a des cas plus ou moins avérés d'allergies plus ou moins fantaisistes, mais ça n'est pas donc une maladie nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que les allergies sont de plus en plus répandues, de plus en plus graves. Et j'ai eu envie de commencer cette discussion avec cette photo que j'ai prise un jour, c'était au début des années 2000, à la station de train où je prends mon train pour aller travailler tous les jours. Et donc, d'un jour, je vois apparaître cet immense panneau alerte allergie. Et je crois que ça dit assez bien effectivement ce qui est en train de se passer. Vous voyez, c'est une image, on voit, il n'y a pas encore beaucoup de vert, c'est encore à la fin de l'hiver, c'est pas encore le printemps. La dame qui est là d'ailleurs est un peu emmitouflée parce que les allergies commencent maintenant bien avant le printemps, et on a cette publicité donc, qui est faite pour alerter les gens sur l'arrivée donc, des allergies.
Alors, pour parler d'allergie, je vais être obligé de parler d'autre chose. Je vais être obligé de parler d'immunité parce que allergie, immunité, tout ça, eh bien, ce sont des choses qui vont ensemble et nous allons voir qui ont des relations un peu compliquées. L'immunité, qu'est-ce que c'est? Depuis la nuit des temps, c'est le privilège des survivants. Tous, en effet, ne meurent pas, même tous ne sont pas malades au cours des épidémies qui déciment les hommes depuis le début de l'humanité. Et pendant très longtemps, ce privilège des survivants, c'était bien d'ailleurs un privilège. Et comme tous les privilèges, il était aussi bien inné que acquis. Il pouvait être de naissance ou on pouvait l'acquérir après avoir subi la maladie, car comme tous les privilèges, ils peuvent être de naissance ou conférés par le prince, par exemple. Donc, le privilège des survivants n'était pas nommé à ce moment-là. Il était connu, mais pas nommé. Le mot immunité, pour autant, existait cependant. Il existe en France depuis le XIVe siècle, et bien avant en latin. Immunitas veut dire une exemption, hein, une dispense d'une charge. Hein, et au XIVe siècle, ça devient effectivement un mot du langage juridique qui est utilisé pour désigner une exemption de charge comme porter les armes, payer les impôts, par exemple. Et ça n'est qu'au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire en fait extrêmement tard, qu'on commence à parler d'immunité morbide, c'est-à-dire qu'on commence à appliquer à la maladie cette notion d'immunité. Et donc il apparaît effectivement pour la première fois en 1865 dans le dictionnaire des mille lettrés. Donc ce privilège est là, il est reconnu, et pour faire l'histoire courte, tout d'un seul coup, à la fin des années du 19e siècle, ce privilège est aboli par Pasteur, après Jenner évidemment, mais Pasteur qui le premier fait un vaccin fabriqué par l'homme. Et donc l'immunité devient maintenant la chose du monde la mieux partagée parce que tout un chacun peut se vacciner et peut acquérir ce privilège par la vaccination. Et l'immunité vaccinale devient un objet d'étude pour essayer de comprendre comment ça marche. Et cette science de l'immunité qui se met en place, c'est ce qui s'appellera plus tard l'immunologie. Alors l'immunologie, c'est intéressant parce que il faut peut-être que j'enlève ça. Je ne sais pas si vous voyez cette vignette parce qu'elle qui est un petit peu gênante. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour la faire disparaître. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les immunologistes, donc, puisqu'on va les appeler ainsi, ceux qui travaillent en immunologie, vont concevoir un système immunitaire, mais pas avant les débuts des années 60. Je crois que la première occurrence du mot système immunitaire apparaît dans les années 63. Donc, on conçoit un système immunitaire pour rendre compte de l'immunité protectrice qui est conférée par les vaccinations. Et puis petit à petit, et là la chose est tout à fait remarquable, je trouve, ce système conçu pour rendre compte d'un artefact, les vaccinations, ça n'existe pas dans la vie normale, eh bien, ce système immunitaire va devenir un système physiologique dévolu à la défense de l'organisme contre les pathogènes, un système qui aura été sélectionné au cours de l'évolution comme n'importe quel des autres grands systèmes de l'organisme. Les systèmes immunitaires, et je le mets entre guillemets, plus exactement des systèmes de défense, sont ensuite décrits chez absolument tous les organismes, les animaux comme les plantes, les métazoaires comme les protozoaires, et jusqu'aux archéobactéries, c'est-à-dire vraiment des animaux les plus primitifs, les êtres les plus primitifs. Donc la défense devient une fonction vitale universelle, et cette fonction est assignée à un système qu'on appelle le système immunitaire. C'est formidable, mais ça n'est pas sans poser de problème. Ce n'est pas sans poser problème parce que qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire? Comment un système conçu comme un système de défense contre des agents pathogènes peut-il rendre malade? Au point d'ailleurs rendre tellement malade qu'il peut tuer en quelques minutes quand il s'occupe non plus de pathogènes, de germes pathogènes, de microbes qui provoquent des maladies, mais de substances parfaitement inoffensives comme celles qui sont illustrées dans cette image, voire des aliments, c'est-à-dire ce qu'on mange et qui ne peut que nous faire du bien a priori. Alors on ne sait pas trop quoi en faire. Et on les appelle les allergies. Allosergone est un mot fabriqué par Clemens von Pirquet et qui veut dire une autre réaction à partir du grec allos, autre, ergon, réaction, travail.
Donc les allergies sont une autre réaction, ça n'est pas l'immunité protectrice. Et pourtant, les immunités aujourd'hui affectent pratiquement un tiers de la population des pays développés. C'est difficile d'en le voir comme un accident. Qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire dont les cellules sont dépourvues de tout ce qu'il faut, de tout un arsenal qui leur permet de se débarrasser et de nous protéger contre toutes les microbes? Et comment peut-il tolérer que des microbes colonisent l'intestin au point d'en devenir une partie, au point de devenir un organe dont nous avons besoin, un organe oublié, comme l'appellera très joliment une chercheuse qui s'appelle Barbara McFolguy. Surtout donc quand ces microbes on se rend compte qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils contrôlent le système immunitaire au moins autant que celui-ci ne les contrôle. C'est de ça qu'on va parler. C'est comment est-ce qu'on peut faire avec cette espèce de contradiction entre ce système de protection et ce système qui nous rend malades. Alors voilà le plan de ce que je vais vous raconter. 3 parties. L'allergie et tous ces microbes qui nous entourent, l'allergie et tous ces microbes qui vivent en nous, et enfin l'allergie, un rendez-vous manqué avec les microbes. Alors d'abord, une réaction immunitaire, c'est assez compliqué. Ça démarre par des cellules qui se présentent à des lymphocytes, des antigènes qui arrivent, et puis ces lymphocytes vont se différencier et vont induire la production d'anticorps. Et ils vont se différencier selon 2 grandes voies, deux grands modèles. 2 façons de faire des réponses immunitaires. Et cette façon de faire des réponses immunitaires, on va les appeler TH1 et TH2 parce que ça dépend des lymphocytes qui sont impliqués dans ces 2 types de réponses, et c'est essentiellement des cytokines que ces lymphocytes vont produire. Les cytokines, ce sont des substances produites par les lymphocytes qui vont agir sur d'autres cellules. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces 2 types de réponses immunitaires vont être regardés dans le détail et on va se rendre compte que les cytokines qui sont produites par les cellules TH1 et les cytokines qui sont produites par les cellules TH2 ont des effets antagonistes, s'inhibent les unes les autres. Les cellules TH1, par exemple, produisent de l'interféron gamma qui va inhiber l'activation des cellules TH2 qui, elles, lorsqu'elles sont activées, produisent de l'IL4 qui va inhiber l'activation des cellules TH1. Donc 2 systèmes antagonistes qui sont conçus comme 2 façons de faire 2 réponses immunitaires antagonistes, l'une TH1 qui va faire de l'immunité protectrice, l'autre TH2 qui va faire de l'immunité qui rend malade, c'est-à-dire de l'allergie. Et ceci va apporter les bases cellulaires de ce qu'on a appelé l'hypothèse de l'hygiène, qui est devenue une hypothèse extrêmement répandue parmi les immunologistes, mais qui est devenue aussi extrêmement populaire. Et pour cela, je voudrais remonter à cet article de 1989 qui a été publié par un Anglais qui s'appelle David Strachan et qui a le premier proposé cette hypothèse de l'hygiène. Le travail qu'a fait Strachan est tout à fait remarquable. Il a fait un travail d'épidémiologie formidable en étudiant 17 414 enfants anglais nés pendant la même semaine du mois de mars 1958 et il a suivi l'état sanitaire la santé de ces jeunes Britanniques jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc, un formidable recrutement d'épidémiologie. Et ce qu'il a trouvé, ce qu'il a remarqué, il y a une relation entre la fréquence de l'allergie, en plus exactement ce qu'il regarde, c'est la hay fever, c'est-à-dire le rhume des foins. Donc, il va se rendre compte qu'il y a une relation entre la fréquence du rhume des foins et les enfants qu'il étudie en fonction de la taille de la famille et de la position dans la fratrie. C'est-à-dire, plus il y a d'enfants, moins il y a d'allergies, et plus l'enfant est tardif dans la fratrie, moins il est affecté par le rhume des foins. Tout à fait remarquable. Et à partir de là, il va proposer une hypothèse qui malheureusement va être assez en contradiction avec la rigueur de son travail jusque-là. Donc ce que nous dit M. Strachan, c'est qu'en fait, on peut probablement expliquer cela par le fait que les infections qui surviennent lorsque les enfants sont petits protègent contre les allergies.
Et il va faire l'hypothèse qu'avec la modernisation de la société, au cours des 23 ans en question, eh bien, la taille de la famille, les familles ont de moins en moins d'enfants, les conditions de vie sont meilleures, l'hygiène est meilleure, et les gens sont de plus en plus proches, et ceci va donc être à l'origine de cette hypothèse de l'hygiène. Alors cette hypothèse de l'hygiène, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous fait une relation inverse qu'il y a entre l'hygiène et l'allergie, c'est-à-dire à un faible niveau d'hygiène, eh bien, on développe une immunité protectrice, alors que lorsqu'on est un fort niveau d'hygiène, eh bien, on développe plutôt des allergies. Alors, est-ce que ceci est quelque chose qui tient la route? Eh bien, je voudrais essayer de vous montrer que cette idée, qui est donc extrêmement répandue, est quelque chose qui est extrêmement discutable. La première notion les premières données que je voudrais discuter, c'est un travail de Jean-François Bach paru en 2002, qui nous montre cette remarquable corrélation inverse qui existe entre les maladies infectieuses, la diminution de la fréquence des maladies infectieuses au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous voyez, la tuberculose, l'hépatite, les oreillons, la rougeole diminuent de façon absolument remarquable, alors que pendant le même temps, on voit monter les maladies allergiques comme l'asthme, mais également des maladies auto-immunes qui sont, comme la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, le diabète de type 1, qui sont tous sauf des maladies de type 2, puisque précisément l'allergie c'est des type 2, alors que les maladies auto-immunes c'est des maladies de type 1. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque en même temps que les maladies infectieuses diminuent, et les maladies allergiques et les maladies auto-immunes augmentent de façon exponentielle. Toujours, alors contre l'hypothèse de l'hygiène, eh bien, je voudrais donc, voilà, contre l'hypothèse de l'hygiène, ce travail qui a été publié en 1998 et qui recherche finalement la corrélation entre les allergies et le niveau de vie en regardant la fréquence des allergies. Alors, il y a deux maladies allergiques qui sont montrées ici, peu importe, vous voyez que les courbes sont les mêmes, et en ordonnée, vous ne pouvez pas les lire, ce sont les pays. Ce sont les différents pays dans lesquels, et en fonction, donc là, ici, il y a la fréquence des allergies. C'est les deux mêmes échelles verticales. Vous voyez donc que les courbes, la fréquence de l'eczéma atopique ou des rhinoconjonctivites est à peu près la même là. Si vous regardez dans le détail les pays qui ont une forte fréquence, une forte prévalence, eh bien vous voyez en fait que dans le même groupe, c'est arbitrairement divisé en deux, hein, dans le même groupe, on a des pays comme le Nigeria et le Canada, comme le Pakistan et la Finlande, comme le Japon et le Kenya. On ne peut pas dire que le niveau d'hygiène est le même dans ces pays que j'ai soulignés. Si on continue comme ça et qu'on regarde l'inverse, la faible fréquence, la faible prévalence d'allergies, eh bien on a tous ces pays-là et à nouveau on va trouver des pays comme l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, mais aussi dans le même groupe le Maroc, le Mexico, l'Éthiopie, et là encore on ne peut pas dire que le niveau d'hygiène est comparable dans tous ces pays. Donc il n'y a pas ou peu de corrélation entre le niveau de vie et la fréquence des allergies. Alors, toujours contre cette idée que l'hygiène est quelque chose qui favorise la fréquence des allergies, eh bien on se rend compte que la propreté des maisons n'affecte pas ou peu l'environnement microbien. On a beau nettoyer, eh bien les microbes reviennent à peu près à la même rapidité sur la peau, eh bien les bactéries qu'il y a sur la peau sont constamment perdues et sont constamment renouvelées. La propreté personnelle, l'hygiène corporelle, il n'y a aucun lien qui est confirmé avec la fréquence des allergies, le risque d'allergie. Et puis surtout, on a beau dire qu'on est trop propre, mais les maladies infectieuses sont loin de diminuer aujourd'hui. Les infections qui sont apportées par l'eau ont augmenté de 43% depuis les années 90. Les infections nosocomiales, les changements de société qui font qu'il y a des gens qui ont des traitements comme les chimiothérapies anticancéreuses, par exemple, qui sont des traitements immunosuppresseurs, qui font que les maladies infectieuses
augmentent chez ces patients, que des pathogènes nouveaux émergent. Hein. On a évidemment Zika, Ebola, le chikungunya, on a eu le SARS, mais bien entendu le Covid-19. Et puis l'augmentation de résistance aux antibiotiques. Et tout indique en fait que les maladies infectieuses sont tout à fait loin de diminuer aujourd'hui. Alors, sommes-nous vraiment trop propres? Et c'est là que je voudrais maintenant passer à la deuxième partie, en espérant que j'aurai moins de problèmes techniques. L'allergie, et non plus les microbes qui nous entourent, mais les microbes qui vivent en nous. Car en fait, nous avons des ancêtres microbiens, nous avons une origine microbienne. Pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Eh bien parce que ce sont des microbes qui ont fusionné pour fabriquer les premières cellules qui ont commencé à ressembler à nos cellules. Ce sont des bactéries qui avaient de l'ADN, bien entendu, mais qui n'avaient pas de noyau, qui ont fusionné avec des bactéries qui avaient des flagelles et qui ont permis que le noyau s'enferme à l'intérieur de la bactérie pour faire quelque chose qui est un pro-noyau, si je peux dire, et qui perd ses flagelles petit à petit et qui va donner cet ancêtre de la cellule eucaryote qui est à l'origine de toutes nos cellules. Cet ancêtre de cellules eucaryotes, elle passe son temps à internaliser, à englober des microbes, elle s'en nourrit, elle vit avec. Et puis certaines probablement s'y trouvent bien parce qu'elles y restent. Elles y restent et elles s'y trouvent tellement bien que nous les avons toujours et c'est ce qu'on appelle des mitochondries. Parce que ces bactéries nous apportent des enzymes que nous ne possédons pas et qui nous permettent de mettre en place tout un système qui permet de fabriquer de l'énergie, fabriquer de l'ATP en particulier. Et ces cellules sont à l'origine de toutes les cellules animales de la création. Et puis certaines de ces cellules vont acquérir encore d'autres bactéries, d'autres types de bactéries qui elles aussi vont s'installer et vont rester à l'intérieur de ces bactéries. Et celles-ci, ce sont des bactéries qui sont capables d'utiliser l'énergie de la lumière pour fabriquer, pour faire de l'énergie pour elles. Et ce sont évidemment les chloroplastes qui sont à l'origine de toutes les cellules végétales de toutes les plantes qui existent encore aujourd'hui. Donc, vivre avec des microbes, c'est vraiment quelque chose qui nous est constitutif. Nous continuons de vivre avec des microbes et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette bestiole qui s'appelle une cochenille, qui est la terreur des jardiniers. Eh bien, cette cochenille, elle a des cellules qui elles-mêmes contiennent des bactéries. Pour cela, on les appelle des bactériocytes. Et ces cellules, elles contiennent des bactéries qu'on appelle Tremblaya princeps, peu importe. Et la chose est encore plus extraordinaire parce qu'on va jouer avec des poupées russes, parce qu'à l'intérieur de ces bactéries, il y a d'autres bactéries qui sont symbiotiques à l'intérieur de ces. Donc on a un système d'endosymbiose à différents niveaux, dans lequel on a des bactéries, dans des cellules, dans des organismes vivants. Donc ça fait vraiment partie de nous. Nous sommes fabriqués avec des microbes, de microbes. Et cette relation, eh bien, c'est quelque chose qui nous arrange bien. C'est pas pour rien que ça se passe comme ça. Parce que nous avons des bactéries, mais nous n'avons pas qu'à l'intérieur de nos cellules, nous en avons aussi partout, en particulier dans tous les endroits qui sont en contact avec le monde extérieur. Et nous avons des bactéries, mais aussi des virus, des protistes, des champignons, des archées, et en nombre absolument extraordinaire, de telle sorte que, je n'ai pas le temps de regarder là, les détails, mais que nous avons entre 10 et 50 fois plus de bactéries que nous avons de cellules en totalité dans l'organisme, et que si on considère l'ADN de ces bactéries, moins de 1% de notre ADN est de l'ADN humain, c'est-à-dire que plus de 99% de nos gènes sont des gènes bactériens ou microbiens de toute façon. Alors, on les a dans l'intestin, bien entendu, c'est là qu'on les trouve en premier lieu, mais aussi dans les poumons, dans les voies génitales, sur la peau. Chaque fois qu'on les cherche, on les trouve. Ils sont en nous, sur nous, partout, et on les transporte avec nous, bien plus nombreux que nous. Sans parler de ces génomes viraux qui sont intégrés dans l'ADN de nos cellules, et je montre ici simplement cette image d'un zona. Le zona, c'est l'expression chez un adulte de la réactivation de l'ADN d'un virus de type herpès
que nous avons eue lorsque nous avons attrapé la varicelle lorsque nous étions petits. Et après la maladie, ce virus s'est installé dans nos cellules, certaines cellules qui sont des cellules nerveuses, qui se trouvent ici sur le trajet des nerfs. Et pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, cet ADN est capable de se réactiver et de s'exprimer pour donner des particules virales et cette maladie qu'on appelle le zona. Donc, tous ces microbes qui nous habitent continuent le microbiote, cet organe oublié. Nous sommes véritablement des chimères, nous sommes des méta-organismes. De telle sorte que nous sommes finalement cette auberge espagnole. Un organisme vivant, c'est donc le produit de tous ces génomes, de cette communauté d'organismes qui sont reliés par une relation symbiotique, mais c'est une relation qui est une dépendance, car nous avons besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. La vache qui passe sa vie à brouter, eh bien la vache est incapable de digérer la cellulose de l'herbe. Elle le peut parce qu'elle a dans son estomac, parce qu'elle a des colonies de bactéries qui fournissent les cellulases qui lui sont nécessaires. Donc ce sont les microbes qui permettent à la vache de digérer l'herbe. De la même façon, ce sont des microbes qui permettent aux termites de digérer le bois. Sans microbes, les termites seraient incapables de digérer le bois. Ce sont des microbes qui permettent à ce calmar de produire de la lumière la nuit, ce qui lui permet, par un mécanisme un peu tiré par les cheveux, je trouve, d'échapper à certains de ses prédateurs. Et ces microbes nous sont nécessaires pour être en bonne santé parce que si, expérimentalement, dans les souris que vous voyez, on fait en sorte que ces microbes ne soient plus là ou ne soient plus aussi nombreux ou plus aussi divers, après un traitement antibiotique par exemple, ou avec d'autres modifications, eh bien on induit des maladies comme l'obésité, vous voyez cette pauvre souris là qui est monstrueuse par rapport à la souris normale, mais également des allergies. Vous voyez cette souris qui a les yeux qui pleurent, et aussi des maladies psychiatriques, puisque comme des maladies comme la dépression. Donc tout ceci est quelque chose qui dépend de la présence d'un microbiote fonctionnel dans tous les endroits où nous avons des microbes. Alors ceci, évidemment, ça pose problème. Ça pose problème parce que le système immunitaire, qui est censé reconnaître le soi, le non-soi et faire en sorte qu'il se débarrasse de tout ce qui n'est pas nous, eh bien, il doit composer avec tous ces vivants qui sont nous, qui nous constituent. Et il ne doit ni les détruire parce qu'ils nous apportent des bénéfices qui nous sont indispensables pour vivre, ni réagir contre eux par une réaction qui serait une réaction inflammatoire dévastatrice, par exemple. Il est obligé de considérer tout ce non-soi comme du soi et de faire avec lui. Autrement dit, mettre une réponse immunitaire, ce n'est pas tout à fait ce qu'on croyait. Ce n'est pas détruire tout ce qui n'est pas nous. C'est au contraire, d'une part, s'adapter aux autres et d'autre part, adapter les autres à soi. C'est une relation, l'immunité. L'immunité, ce n'est pas seulement l'affaire de l'immuniser, c'est cette relation qui lie les organismes vivants qui vivent ensemble ou qui sont appelés à se rencontrer au hasard de la vie. Et parce que l'immunisant n'est pas passif, il est vivant, l'immunisé comme l'immunisant sont vivants, eh bien ils vont réagir les uns avec les autres, ils vont s'infecter l'un l'autre. L'immunité est un processus relationnel. L'immunisant va induire le système immunitaire de l'immuniser à produire plus de cellules et à réagir. Il va muter. Il va y avoir un certain nombre de mutations qui vont apparaître, qui vont être reconnues par le système immunitaire, qui va développer des clones qui va permettre de répondre, et ainsi de suite, parce que de toute façon, tout le monde mute en permanence. Et ainsi, donc, s'adaptent l'un à l'autre, l'immunisant et l'immunisé. Et nous le savons très bien. Nous avons tous vécu dans la période du Covid, nous avons tous vu se succéder les variants du SARS-CoV-2. Nous avons eu les premiers variants, puis quelques mois ensuite bêta, puis delta, puis omicron. Et vous voyez ici, c'est une augmentation de l'échelle pour voir le développement des différentes souches de bêta. Donc le virus s'est adapté à nous. Et nous, on ne sait pas très bien, on ne peut pas le voir là parce que les choses se sont passées un peu trop vite. Mais par contre, si l'on regarde ce travail qui a été publié cette année et qui est tout à fait remarquable, des chercheurs ont étudié l'ADN des gens qui sont morts
au cours de la grande peste noire du Moyen Âge, du XIVe siècle, et qui ont été enterrés dans des fosses communes. Et aujourd'hui, donc ces fosses communes ont été retrouvées et l'ADN de tous ces morts a été étudié. On a pu comparer dans un même lieu l'ADN des gens qui étaient morts avant, pendant et après la peste noire. Et on s'est rendu compte que, eh bien, les gènes du système immunitaire, des gènes de l'immunité ont été sélectionnés au cours de cette maladie, de telle sorte que par la suite, eh bien, la peste a été bien moins terrible que la peste, que la peste noire. Donc une adaptation réciproque. Alors, que se passe-t-il dans un vaccin quand on vaccine? Ben, c'est la même chose, sauf que le vaccin, il n'est pas vivant. Donc il va induire une réponse du système immunitaire, mais quand la réponse est faite, il n'y a plus de vaccin, et il a produit un déséquilibre de la réponse de telle sorte que lorsque le pathogène survient, lui, il est vivant et il va restimuler le système immunitaire qui va encore être stimulé, mais il va être pris en charge par cette réponse qui est déjà là, qui préexiste à sa survenue et qui va faire en sorte qu'il va pouvoir être traité et contrôlé par le système immunitaire. Donc, une vaccination, c'est juste une façon d'instituer un déséquilibre entre immunisant et immunisé, évidemment en faveur de l'immunisé, et de telle sorte que lorsque le pathogène arrive, il a très peu de chances de s'en sortir. Alors, finalement, l'immunité n'apparaît pas comme un état. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. On n'est pas immunisé, on n'est pas juste protégé. C'est un processus. L'immunité n'est ni innée ni acquise réellement, même s'il y a évidemment de l'immunité innée, de l'immunité acquise, mais elle n'est ni innée ni acquise parce qu'elle n'est jamais atteinte, cette immunité. C'est un compromis qui est toujours renégocié, c'est un ajustement sans fin entre nous et tous ces micro-organismes en particulier, ceux qui vivent en nous, on l'a vu, les virus, les bactéries, les archées, mais puisqu'on a vu qu'elles-mêmes, les virus et les bactéries, par exemple, avaient leur propre système de défense, leurs propres relations s'instituent aussi. Mais le système immunitaire reconnaît aussi nos propres cellules, qu'elles soient normales ou transformées, quand elles se forment des cancers, par exemple, et en même temps, ce système immunitaire est capable de répondre à tous ces virus, ces bactéries, ces parasites que nous n'hébergeons pas en permanence, mais que nous sommes susceptibles de rencontrer au cours de notre vie. Donc, l'immunité, c'est tout cet ensemble de toutes ces réactions qui se produisent en permanence. Il est bien évident que tout ceci est dynamique, que ces bactéries qui sont prises en charge vont éventuellement disparaître, être remplacées par d'autres, que la maladie induite par ce virus va être guérie, etc. Donc on a tout un système dynamique qui va faire que cette immunité est quelque chose qui fonctionne en permanence chez nous et qui nous permet de vivre en équilibre avec le monde vivant. Alors maintenant, l'allergie, comment on peut expliquer l'allergie avec tout ça? Alors, vivre avec les autres, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que ça marche plus ou moins bien. Nous hébergeons, nous l'avons vu, des myriades de micro-organismes, mais nous échangeons volontiers aussi avec d'autres méta-organismes, c'est-à-dire d'autres gens. Nous échangeons volontiers d'autres micro-organismes qu'ils portent. C'est ça la contagion. Nous accueillons des parasites qui peuvent se loger dans notre tube digestif, nos muscles, nos vaisseaux lymphatifs, et on peut vivre extrêmement longtemps en bonne intelligence avec eux. Et ils ont l'intérêt d'ailleurs, puisque c'est le principe même du parasite, de permettre de vivre à l'intérieur de son hôte sans le tuer, autrement lui-même disparaîtrait. Et puis enfin, nous entrons en contact. C'est-à-dire, et les trois mots sont importants, nous touchons, nous inhalons, nous ingérons toutes sortes de moisissures, d'acariens, de plantes, d'insectes, de crustacés, de mollusques, de poissons, d'oiseaux, de reptiles, de mammifères, et toutes sortes d'êtres vivants qui portent ou qui libèrent des allergènes. Alors, qu'est-ce qui fait que certains de ces microbes sont pathogènes ou certains de ces produits sont pathogènes et pourquoi le sont-ils? Eh bien, les pathogènes sont pathogènes pas parce qu'ils sont pathogènes. Ils sont pathogènes parce que lorsqu'ils vivent avec nous, ils interfèrent avec des mécanismes qui sont fondamentaux
et qui nous sont totalement nécessaires pour vivre. Pensez à un virus qui rentre dans nos cellules et qui va utiliser toute notre machinerie pour fabriquer des protéines et qui va la détourner à son propre profit pour fabriquer non plus des protéines animales, mais pour fabriquer des protéines de virus. Donc, évidemment, ça ne peut pas, ça peut pas marcher longtemps comme ça. Donc, si les pathogènes tuent, c'est pas pour tuer, c'est même pas pour vivre, c'est tout simplement parce qu'ils vivent. Et puis, tous les pathogènes ne sont pas pathogènes. On sait bien, par exemple, que Helicobacter pylori est la bactérie qui est responsable des cancers de l'estomac, des ulcères de l'estomac, et puis des cancers de l'estomac par la suite, éventuellement. Et on sait très bien que ces infections sont transmises verticalement le plus souvent, de la mère à l'enfant. Autrement dit, l'enfant qui naît avec Helicobacter pylori, mais il ne développera pas d'ulcère de l'estomac avant l'âge de 30 ou 40 ans. Pendant tout ce temps-là, Helicobacter pylori n'était pas pathogène. Et puis, on sait bien que lorsque le sida est apparu, eh bien, de quoi mouraient les gens qui étaient HIV positifs et qui développaient la maladie avant les trithérapies? Eh bien, ils mouraient de ce qu'on appelait des infections opportunistes. Qu'est-ce que c'est les infections opportunistes? C'est des infections qui sont dues à des microbes que nous hébergeons totalement normalement dans notre nez, dans notre intestin, comme on l'a vu, et qui d'un seul coup deviennent pathogènes et sont capables de nous rendre malades, voire de nous tuer. Autrement dit, les commensaux ne sont commensaux que parce qu'ils sont sous contrôle du système immunitaire, et autant qu'ils le seront. Et puis, les pathogènes sont aussi pathogènes à cause de la réponse immunitaire elle-même, qui contrôle ces pathogènes. Quand vous avez une grippe, par exemple, qu'est-ce que c'est un syndrome grippal? Fièvre, douleur musculaire, fatigue. Eh bien, tout ceci, ce sont les conséquences de la réaction immunitaire qui est développée contre le virus de la grippe. Donc, la pathogénicité elle-même dépend d'un compromis, comme l'immunité. Elle dépend des effets pathogènes du pathogène et des effets pathogènes des réponses du système immunitaire pour contrôler ce pathogène. Donc, tout ceci fait que la maladie, eh bien, la maladie, c'est essentiellement un problème de relation. C'est quand la relation ne marche pas, quand le compromis ne peut être trouvé ou ne peut plus être trouvé, comme c'est très souvent le cas. Et c'est le cas pour les maladies infectieuses. On vient de le voir, les commensaux, les maladies, les maladies opportunistes. Mais c'est vrai aussi pour bien d'autres choses. C'est vrai pour les maladies auto-immunes. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on se met à réagir contre ses propres constituants et être malade? C'est vrai pour les cancers. Car on sait bien que les cellules transformées peuvent persister pendant des années dans notre organisme sans pour autant nous rendre malades, sans qu'on le sache. Et puis d'un seul coup, eh bien, nous sommes malades. Le cancer s'exprime. C'est ça le problème de relation. Alors l'allergie, ben, ça va être pareil. L'allergie, ça va être aussi un problème de relation, sauf que les allergènes ne sont pas vivants. Les allergènes ne sont pas toxiques. Les allergènes en soi ne nous font aucun mal. Autrement dit, la pathogénicité des allergènes, ce qui donne des allergies, c'est uniquement les réponses immunitaires contre ces allergènes qui sont inoffensifs. Or, une réponse immunitaire, ça commence par une interaction entre un allergène, et je l'ai dit tout à l'heure, l'épiderme, ce qu'on touche, la muqueuse respiratoire, quand on respire, ou la muqueuse digestive, quand on ingère, donc des allergènes. Donc, un allergène entre en contact avec des cellules de ces surfaces qui nous séparent de l'extérieur et qui sont les épithéliums. Et donc, on appelle ça les cellules épithéliales. Et lorsque les allergènes qu'on voit ici entrent en contact avec les cellules épithéliales, eh bien, elles activent ces cellules épithéliales qui se mettent à sécréter des produits, en particulier des cytokines, et des cytokines qui sont capables, en fait, de produire des allergies, d'être à l'origine. Vous vous rappelez les cytokines TH2 du début. Or, il se trouve que, on a vu, je viens de dire que ceci se passe sur les épithéliums.
sur les surfaces en contact avec le monde extérieur. Or, qu'est-ce qu'on a vu auparavant? On a vu que sur ces surfaces, il y a des milliards et des milliards de micro-organismes, de bactéries, de microbes en tout genre. Et si l'on prend l'intestin ici, on voit les vésicules intestinales, et puis on voit ici la lumière intestinale avec les innombrables microbes qu'il y a autour. Eh bien, ces microbes qui sont en train de faire marcher leur propre métabolisme, de digérer ces cellules, de digérer ces fibres que nous ne savons pas digérer, parce que pas plus que la vache, nous ne savons digérer la cellulose. Nous la digérons, nous ne savons pas manger de la salade, par exemple, digérer la salade. Donc nous la digérons parce que les bactéries nous donnent les cellulases qui sont bonnes. Et lorsque les cellulases digèrent la cellulose, elles produisent en particulier ce qu'on appelle les acides gras à courte chaîne, des petites molécules. Elles dégradent des molécules qui sont des grosses molécules que nous ingérons. Et ces acides gras sont produits là dans la lumière, et on s'est rendu compte récemment que ces acides gras quittent extrêmement facilement l'intestin pour aller dans le sang. Et une fois dans le sang, ils vont aller partout dans l'organisme. Et en particulier, ils vont aller dans la moelle osseuse, là où sont produites les cellules qui sont les cellules impliquées dans la réponse immunitaire, et en particulier les cellules qui démarrent la cellule immunitaire, mais également les autres, les cellules dendritiques. Et lorsque ces cellules dendritiques ont été en contact avec ces acides gras à courte chaîne, elles sont modifiées, et elles sont tellement modifiées, elles sont modifiées de telle sorte qu'elles ne produisent plus, elles n'induisent plus des réponses de type TH2 comme on l'a vu au début. Autrement dit, on a des microbes qui produisent des métabolites qui empêchent le système immunitaire de faire des réactions de type allergique. Alors, c'est tout à fait remarquable parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons vivre en paix non seulement avec tous les microbes que nous hébergeons, mais aussi avec tous les allergènes qui arrivent au même endroit qu'il y a les microbes, et qui donc, les microbes nous protègent contre ces allergies que ces allergènes pourraient induire. Alors pourquoi pas tout le monde? Pourquoi y a-t-il des allergiques? Pourquoi certains d'entre nous le sont et certains ne le sont pas? Eh bien, une des réponses, ça n'est pas la seule, mais une des réponses, c'est parce que le microbiote est façonné au tout début de la vie. Il est façonné par la façon dont on est, en particulier, la façon dont on est. Est-ce qu'on est par les voies naturelles ou est-ce qu'on est par césarienne? Lorsqu'on naît par les voies naturelles, eh bien, lors du passage à travers les voies génitales, et le fœtus, le nouveau-né, pas plus exactement maintenant, va être en contact avec tous ces microbes qui vont être ceux qui vont coloniser son intestin pour la première fois. Donc les premiers microbes du microbiote du bébé vont être acquises au cours de l'accouchement par les voies naturelles. Il est évident que si l'on est par césarienne, c'est-à-dire si l'on est dans un milieu stérile, eh bien la chose ne se produit pas de la même façon. Ceci dépend aussi de la façon dont on est nourri, parce que si l'on est nourri par le lait maternel, eh bien nous allons bénéficier de toutes sortes de choses qu'il y a dans le lait maternel, et on va y revenir dans un instant. Et bien entendu, toutes ces sortes de choses, elles ne se trouvent pas dans le lait industriel, le lait même maternisé qu'on peut acheter en pharmacie. Tout ceci, le microbiote va dépendre aussi évidemment des traitements que nous allons pouvoir, qui vont pouvoir être administrés aux tout petits. Pensez par exemple que plus de 80% des enfants qui sortent de chez un pédiatre, au moins c'est un papier qui vient des États-Unis auquel je fais référence, 85% des enfants ressortaient avec une ordonnance d'antibiotiques. Et les antibiotiques vont bien entendu profondément affecter la flore intestinale. Tout ça va dépendre aussi, et on va le voir aussi dans un instant, du fait qu'on est en contact ou pas avec des animaux. Et enfin, et là on va retrouver l'hypothèse de l'hygiène de Strachan, enfin l'observation de Strachan plus exactement, eh bien ça va dépendre de si on a des grands frères ou des grandes sœurs qui vont nous mettre en contact avec des microbes lorsqu'on est vraiment tout petit. Alors, pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Comment ça se passe? Eh bien, il se trouve que pendant les premiers temps de la vie, eh bien, des choses déterminantes vont se passer. Et je voudrais ici citer ce travail d'Erika von Mussius qui a étudié les allergies chez les enfants qui grandissent, qui passent leur première année en particulier, dans des fermes en Suisse. C'est un travail qui a été fait au début des années 2000, ou même elle a été publiée en 2000, donc c'est à la fin des années 90. Et à cette époque, en Suisse, il y avait encore, probablement plus qu'aujourd'hui, deux sortes de fermes. Des fermes dans lesquelles les gens vivaient
avec les animaux, c'est-à-dire dans les mêmes habitations que les animaux, et des fermes dans lesquelles les animaux vivaient dans des bâtiments séparés. Et vous voyez ici cette image que j'ai empruntée à un diaporama d'Erika. Vous voyez ici ce petit enfant qui est là alors que sa mère est en train de travailler dans l'étable, à proximité de cette vache. Ici, on voit ici le foin dans lequel il y a la bouse que la vache produit généreusement. On a ici la mère qui, avec sa fourche, est en train de soulever, d'enlever toutes ces cochonneries et de faire en sorte qu'il y a des nuages d'endotoxines qu'il y a partout. C'est-à-dire que l'exposition bactérienne de ce petit enfant, vous pouvez imaginer qu'elle est bien plus considérable que celui d'un petit enfant qui n'aurait jamais vu une étable. Et c'est ce qu'elle a regardé, Erika von Mucius. Et elle a, sur cette image, elle a comparé ici la fréquence des allergies. Alors, vous voyez ces différentes formes d'allergies, symptômes, rhume des foins, asthme, etc. Peu importe, c'est la même chose. Toutes les images sont la même chose. Ce qu'elle a regardé ici, ce qu'on voit, c'est que c'est la fréquence de ces maladies chez des enfants qui n'ont été en contact, qui n'ont jamais vu une ferme lorsqu'ils étaient petits, pendant la première année, et qui n'ont jamais consommé de lait cru. Et vous voyez, et ça, ce sont ceux qui ont, regardez simplement les images en rouge, hein, les colonnes en rouge, en blanc contre rouge, c'est ceux qui ont été exposés à une étable et ceux qui ont mangé, qui ont bu du lait cru. Et vous voyez que ceux qui ont bu du lait cru et qui ont vécu dans des étables pendant leur première année de vie, eh bien, ils sont beaucoup moins fréquemment allergiques que ceux qui n'ont jamais été en contact. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement pendant cette fameuse première année? Eh bien, il semblerait qu'il y ait une fenêtre néonatale qui va permettre l'éducation du système immunitaire. Et ici, c'est un travail expérimental que je voudrais vous décrire, où l'on fait naître des souris par voie par césarienne dans un milieu parfaitement stérile. Et donc, ces souris sont totalement jamais exposées à des microbes. Ils sont nourris avec de la nourriture stérile, et on leur donne de l'eau stérile, du lait stérile, ils vivent dans des cages stériles, dans des litières stériles. On les laisse grandir et on se rend compte que quand ils deviennent adultes, ils sont beaucoup plus sujets à des manifestations allergiques. Et dans ce travail, ce qui a été étudié, c'est l'anaphylaxie, c'est-à-dire une allergie extrême. Et cette allergie, elle est due à des anticorps qui s'appellent des IgE. Eh bien, si l'on prend ces mêmes souris et que, au lieu de les laisser grandir sans rien leur faire, avant la 4e semaine de leur vie, on leur injecte dans le tube digestif une flore microbienne normale prélevée chez une souris normale. Eh bien, on se rend compte que cette souris ne devient pas allergique. Si l'on fait la même chose avec une souris, la flore intestinale d'une souris qui a été traitée par des antibiotiques et qui a donc perdu une grande partie entre autres de la diversité des microbes. Eh bien ici, vous voyez qu'on ne protège plus la souris contre cette réaction allergique extrême qu'est l'anaphylaxie. Et de façon encore plus intéressante, si l'on fait la même expérience on revient à une flore parfaitement normale, mais qu'on la donne à cette souris, non plus avant la 4e semaine, mais après la 4e semaine, eh bien on ne corrige rien du tout. Comme si effectivement il fallait que quelque chose se passe d'absolument déterminant avant la 4e semaine de la souris et probablement donc pendant la première année de la vie chez l'homme. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est un travail qui a été fait dans l'Institut Pasteur par Gérard Eberle. Ce qu'il a montré, c'est que pendant les toutes premières parties de la vie, là, on est chez la souris à nouveau, on a des souris qui sont tout à fait normales, elles ne sont pas germ-free, elles ont une flore intestinale qu'elles ont acquise, donc un microbiote qu'elles ont acquis lors de l'accouchement normal, et elles sont nourries avec du lait maternel. Et dans ce lait maternel, il y a un certain nombre de facteurs immunosuppresseurs, en particulier de l'EGF. De telle sorte qu'il y a bien une réaction immunitaire du tout petit contre les bactéries du microbiote, mais cette réaction immunitaire est contrôlée, maintenue à très bas bruit, par les produits immunosuppresseurs qui sont absorbés, entre autres, par le lait. Et puis, vient le sevrage. Le petit se met à manger de la nourriture qui n'est plus stérile. Et à ce moment-là, bien entendu, le nombre de bactéries dans son intestin augmente considérablement, ce qui induit une très puissante réaction immunitaire qui s'appelle une réaction de sevrage. Or, cette réaction de sevrage, elle s'accompagne de l'apparition
d'un certain nombre de cellules régulatrices qui sont bien connues des immunologistes, qui contrôlent la réponse immunitaire et qui font en sorte que lors de cette réaction de sevrage, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de réaction inflammatoire majeure comme il peut y en avoir dans certaines maladies. Et la chose magnifique, et dont on ne sait absolument pas comment elle s'explique, comment ça se passe, c'est que ces cellules T régulatrices qui ont été induites au moment du sevrage, lors de la réaction de sevrage, eh bien ces cellules T régulatrices vont persister tout au long de la vie. De telle sorte que lorsque on est en contact avec toutes sortes de bactéries, bien entendu, mais aussi d'allergènes, eh bien, nous sommes protégés parce que la flore, le microbiote a été éduqué par ces cellules T régulatrices. Autrement dit, les allergies chez l'adulte résultent d'une absence de maturation, d'éducation du système immunitaire qui a été induite par le microbiote au cours des tout premiers mois de la vie. Et finalement, c'est ce qui justifie le titre de la présentation que je vous ai faite, que l'allergie, c'est la conséquence lointaine d'un rendez-vous manqué avec les microbes au tout début de la vie. Bien entendu, ça ne se résume pas à ça, il y a d'autres facteurs, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel qui va déterminer la vie de l'adulte. Alors pour conclure, eh bien, je vous dirais que l'hypothèse de l'hygiène, selon laquelle nous sommes trop propres, en particulier dans les pays développés, est inexacte parce que ce ne sont pas les micro-organismes du monde extérieur qui nous protègent des allergies. Ce sont ceux qui nous constituent. Et la vie avec les micro-organismes, eh bien, nous l'avons vu, elle est inévitable, elle est nécessaire. Elle est inévitable parce que nous sommes des chimères. Elle est nécessaire parce qu'on ne peut pas faire sans eux. Et le système immunitaire doit faire avec tous ces autres organismes et l'immunité qu'il confère, et donc cette adaptation réciproque que je vous ai décrite et qui est quelque chose de nécessaire. Et de telle sorte que plus qu'une protection, l'immunité, c'est une condition d'existence. C'est ce qui nous permet tout simplement d'exister avec tous ces microbes dont nous avons besoin pour exister. Et alors évidemment, dans ces conditions, la vie avec les autres est nécessaire, obligatoire, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas non plus la guerre. Ce n'est pas ce qui a été décrit par les immunologistes avec toutes ces armées, ces métaphores militaires du système immunitaire à l'assaut de tout le non-soi. C'est en fait ce compromis toujours renégocié avec les autres et entre les autres et le système immunitaire. Et dans ces conditions-là, on a vu pourquoi l'immunité ne protège pas toujours. Il faut que le compromis soit trouvé. Et quand il n'est pas trouvé, l'immunité peut elle-même provoquer la maladie. La maladie est vraiment un problème de relation. Et enfin, les allergènes ne sont pas pathogènes, c'est la plupart d'entre nous, parce qu'ils bénéficient de l'environnement immunosuppresseur induit par les microbes qui vivent dans le microbiote, les microbes du microbiote, sur les épithéliums avec lesquels les allergènes entrent en contact. Et cet environnement immunosuppresseur est acquis lors de la réaction de sevrage au tout début de la vie. Donc, l'allergie est la conséquence d'un rendez-vous manqué du système immunitaire avec les microbes dans la toute petite enfance. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, je vais terminer sur effectivement ce livre que j'ai publié il y a 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans maintenant, dans lequel, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez tout ce que je ne vous ai pas raconté aujourd'hui. Merci. Je suis évidemment tout à fait prêt et disponible pour toutes les questions que vous voudrez bien poser. Je crois que je vais prendre la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, moi parfaitement. Pour vous remercier très sincèrement de la présentation. Je vais commencer par une petite polémique ou ce qui m'apparaît comme une contradiction, dans la mesure où, si j'ai bien compris, on a une fenêtre d'éducation et via le microbiote intestinal qui semblerait faire défaut actuellement puisqu'on voit l'émergence, l'augmentation de l'incidence de ces affections de type allergique dans les populations. Et pourtant, vous nous dites que l'hypothèse hygiéniste est sans doute une erreur, au moins dans sa vision peut-être extrême. Comment concilier ces deux notions? Quand j'entends votre présentation et le défaut d'éducation de l'immunité dans la première année ou dans les premières périodes de la vie du nourrisson,
j'ai envie de dire, c'est parce qu'on ne l'expose pas suffisamment au microbiote. Un peu à l'image, à contrario de l'enfant qu'on voyait dans l'étable et que vous nous avez montré. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on reboucle avec cette notion d'hygiénisme. S'il y a une telle émergence qu'on n'a pas retrouvé les conditions d'une éducation satisfaisante du microbiote plus jeune. Est-ce que j'ai compris, pas compris? Est-ce qu'on est vraiment face à une contradiction dans ces deux hypothèses? Oui, non, je crois que, bien sûr, rien n'est simple. Hein, je veux dire, il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Je crois que ce qui a été compris, ça a été effectivement qu'il y a, au fond, on peut voir les choses, il y a deux phases, je dirais. Hein. Il est clair, on peut dire les choses d'abord. Premièrement, est-ce que l'hypothèse du mode de vie, finalement, tient la route? Je crois qu'à l'évidence, oui, les faits épidémiologiques sont là. Il y a eu en particulier des situations absolument claires et frappantes, historiques, qui se sont produites. Je pense en particulier à ce qui s'est passé lors de la réunification d'Allemagne. Dans l'Allemagne, qui a été, comme vous le savez, divisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en deux pays qui ont eu des modes de vie profondément différents, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et de façon tout à fait remarquable, on s'est rendu compte que la fréquence des allergies était bien moindre en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. La chose extraordinaire, les gens se sont demandé pourquoi. Alors, il est clair que les gens disaient « Ah, ben c'est la pollution », on ne savait pas très bien pourquoi. La chose extrêmement intéressante, c'est qu'il y a eu la réunification de l'Allemagne. Et que lors de la réunification de l'Allemagne, il y a eu une homogénéisation du mode de vie. Et l'homogénéisation, elle s'est faite à sens unique. Il n'y a pas eu un mélange. Il y a eu que le mode de vie occidental l'a emporté et est devenu le mode de vie en Allemagne de l'Est comme il l'est en Allemagne de l'Ouest. Ceux d'entre vous qui avez vu le magnifique film Goodbye Lénine, par exemple, savent très bien de quoi je parle. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que extrêmement rapidement, dans les années qui ont suivi la réunification de l'Allemagne, la fréquence des allergies à l'Est est montée et a rejoint la fréquence des allergies à l'Ouest, et tout a continué d'augmenter, comme ça augmente partout dans les pays développés. Donc, le mode de vie, c'est clairement quelque chose qui fonctionne. Et il y a eu d'autres exemples encore plus frappants, peut-être dans Carélie, qui a été séparée, là encore, pour des raisons politiques. Donc, c'est clair, on voit, il y a aussi des tas de choses du côté des migrants. Les migrants qui viennent de pays où il y a peu d'allergies, quand ils arrivent dans des pays développés, eh bien, ils deviennent plus allergiques que les gens qui sont restés au pays. Donc, c'est clair que le mode de vie joue quelque chose. Alors, est-ce que c'est une question d'hygiène seulement? C'est probablement un peu plus compliqué que ça. Et parce que tout ce qui se passe lorsqu'on est au moment de la petite enfance, effectivement, c'est quelque chose qui a à voir avec les microbes auxquels le tout petit est exposé, ou la façon dont il est traité, entre autres par les traitements antibiotiques dans la toute petite enfance. Donc ça, c'est tout à fait clair. Par ailleurs, il y a aussi d'autres facteurs qui viennent se rajouter, qui vont faire que nous allons, si nous avons précisément eu cette prédisposition induite, si je peux dire, ou non contrôlée au départ, qui vont favoriser les choses. Par exemple, on sait très bien qu'un certain nombre de facteurs liés à la pollution, par exemple les particules de diesel, favorise la présentation des allergènes et l'induction de réponses contre les allergènes. On sait qu'un certain nombre de polluants et d'irritants, comme la fumée de tabac par exemple, vont aussi considérablement modifier les épithéliums et induire d'hyperréactivité, induire des conditions qui vont favoriser l'expression des allergies. Donc il y a, je crois, ce moment du début de la vie et la vie par la suite, c'est-à-dire que je crois qu'il est clair que moi, adulte, ce n'est pas en étant plus propre, en étant plus sale que je vais être plus ou moins allergique, mais moi, tout petit enfant, eh bien, je vais façonner mon système immunitaire de telle sorte que je serai plus ou moins susceptible d'être allergique
lorsque je suis tout petit. Donc l'hypothèse de l'hygiène, elle n'est pas fausse. Je pense que l'hypothèse de l'hygiène, elle est simplement que c'est pas simplement on est trop propre ou on est trop propre, c'est pour ça qu'on est plus allergique. Je pense Merci. que ça répond à la question. Maintenant, c'est clair aussi que l'allergie, ça reste un paradoxe, ça reste complètement paradoxal. Qu'est-ce que c'est? Comment ces processus dont on ne connaît pas finalement l'équivalent positif, comment ces processus ont-ils été sélectionnés au cours de l'évolution s'ils ne sont capables que de faire de la pathologie, voire de tuer? Ceci ne peut en aucun cas conférer un avantage sélectif. Quel pourrait être l'avantage sélectif de ces mécanismes des IgE, hein? On a proposé que ça protégeait en partie contre certaines parasitoses, contre les helminths. Je pense que c'est absolument pas aussi simple que ça et pas clair. Et aujourd'hui, on n'a pas de bonne explication au fait que tous ces processus dont on ne connaît que le versant pathologique ont été sélectionnés au cours d'évolution. Va-t-on découvrir un jour un énorme continent de totalement inconnus d'effets protecteurs? Aujourd'hui, je suis incapable de le dire et les immunologistes ne sont pas capables de le dire. Merci pour cette réponse très complète. Je ne vous entends plus du tout, là. Je ne vous ai pas entendu. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, 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 oui. Parfait. Donc, dans le chat, j'ai monsieur ou madame Audrin qui veut nous avoir de l'information sur les allergies médicamenteuses particulièrement. Est-ce qu'on a moyen de les diagnostiquer spécifiquement et de les réduire? Alors ça, c'est une question formidable parce que ça montre qu'elle vient là aussi complètement bouleverser ce que j'ai raconté. Pour une raison très simple, c'est que les allergies médicamenteuses, c'est un cas particulier. Ça n'est pas quelque chose de naturel, entre guillemets. Ça n'est pas notre façon de vivre avec le monde. Je veux dire, les allergies médicamenteuses, on ne vit pas normalement avec des médicaments. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été, qui ne rentre probablement pas exactement dans les mêmes mécanismes que ceux qui nous permettent de vivre avec normalement. Une autre raison aussi, c'est qu'ils sont très souvent, les allergies médicamenteuses sont très souvent à des produits injectés. Et une injection, ben, ça court-circuite beaucoup de choses et finalement, ça se comporte exactement comme n'importe quel antigène. Et là, un antigène, si vous injectez quelque chose de l'albumine étrangère, par exemple, dans un organisme, eh bien vous allez avoir une réponse immunitaire contre cette albumine. Donc la réaction, elle est là, une réaction qui ne va pas être contrôlée par tous ces épithéliums. Et par tous ces microbes qu'il y a sur les épithéliums. Et probablement, nous sommes tous quand même plus susceptibles de faire des réactions médicamenteuses que d'être allergique au pollen, par exemple. Mais l'allergie médicamenteuse, pour moi, c'est quelque chose que je m'explique extrêmement mal, parce que là encore, elle ne rentre pas elle rentre dans aucun cadre, sinon dans le cadre de l'immunité. C'est une très mauvaise réponse que je peux faire. C'est à peu près le même phénomène qu'on peut rencontrer avec une allergie alimentaire, en tout cas de ma compréhension, où à un moment immunitaire, est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où ça cesse. Ça doit être une question de stabilité du réseau, si je comprends bien. Je vais essayer de profiter des moments où le réseau est disponible. Est-ce que le parallèle que je fais entre une allergie médicamenteuse, qui peut même être une allergie par un ingéré, et un aliment est bon? La mesure où, en fait, il y a la surprise d'une exposition à une molécule qui, la première fois qu'on se révèle allergique, va correspondre à une sorte d'explosion du système immunitaire ou de la réponse immunitaire à une exposition à une molécule ou à un allergène donné, pour lequel on n'avait pas idée qu'il s'agissait d'un allergène. Mais la question sur laquelle je voudrais vous entendre, c'est la notion de retour à l'équilibre. Parce qu'on est sur vous l'avez bien décrit, sur un système qui est en équilibre permanent, et l'arrivée d'un pathogène, par exemple, chez un hôte immunisé, comme vous l'avez bien décrit, va être principalement la réponse de l'organisme pour éviter la bascule de la balance et le rééquilibre des deux plateaux sur la balance. Moi, je comprends bien le phénomène de déclenchement de l'allergie,
comment se fait-il qu'un système aussi finement régulé laisse embarquer, surexprime cette réponse et ne met. D'où vient l'absence de rééquilibre? Est-ce qu'on en a des idées de ça? Alors, plusieurs points. Je ne souscris pas complètement à cette notion d'équilibre. Vous me proposez de voir la réponse immunitaire ou le système immunitaire ou l'organisme, je ne sais pas à quel niveau il faut se placer, comme un truc qui arrive à un niveau d'équilibre. Moi, je le décrirais plutôt comme un système en déséquilibre permanent. Parce que sans arrêt, ça change. Sans arrêt, il y a des nouvelles choses qui surviennent. Sans arrêt, nous sommes exposés à des nouvelles choses. Et le système immunitaire, eh ben, il répond. Il répond. Et tout ça, tant que finalement qu'il n'y a pas une chose qui échappe à la régulation, eh bien, rien ne se passe. Rien ne se passe de visible, j'entends. Il n'y a pas de pathologie qui s'exprime. Autrement dit, je ne crois pas qu'il y aurait une espèce d'équilibre idéal qui serait la santé et un déséquilibre qui serait la pathologie. Je crois qu'il y a effectivement un déséquilibre permanent qui va faire que dans ce déséquilibre, il ne va pas y avoir quelque chose qui va prendre une dimension ou une importance au-delà des limites tolérables, et tout va bien. Prenons encore les commensaux et les infections opportunistes. Pendant très longtemps, elles sont là. Nous répondons à elles. Pourquoi cessons-nous de les contrôler? Eh bien, pour des facteurs qu'on ne connaît pas très bien. Pourquoi cessons-nous pourquoi apparaît à ce moment-là? Pourquoi devenons-nous allergiques à quelque chose? Les allergies peuvent apparaître au cours de la vie, d'ailleurs, et peuvent disparaître aussi. Alors maintenant, l'autre point sur lequel je voudrais répondre, c'est que, bien entendu, le retour à l'équilibre, comme vous dites, les systèmes antagonistes, je dirais, ils sont extrêmement là, extrêmement présents. Ils sont à deux types de niveaux, pour dire les choses simplement. Au niveau de chaque cellule, sur chaque cellule, il y a des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs qui sont mis en route. Il n'y a jamais une activation cellulaire, tout ça c'est des activations cellulaires évidemment. Il n'y a jamais une activation cellulaire, c'est pas quelque chose avec un interrupteur on-off. C'est simplement quelque chose qui était en marche avec un équilibre qui était ce qu'il était et qui d'un seul coup va se trouver en faveur de l'activation, sous-entendu à l'intérieur des cellules, pour ceux que ça intéresse, plutôt des protéines kinases par exemple, qui vont lancer le métabolisme de la signalisation intracellulaire, et puis les mécanismes de régulation négative qui vont plutôt recruter par exemple des phosphatases qui vont enlever ce que les kinases ont fait, déphosphoryler ce que les kinases ont fait. Donc il y a sans arrêt des réactions antagonistes qui sont en jeu. Je ne sais pas si un équilibre idéal est toujours est possible, mais il y a toujours ces oppositions entre des je prends cet exemple. Ce doigt que j'ai ici, que je peux plier avec précision. Je peux jouer du piano avec une grande subtilité. Eh bien, je le peux non pas seulement parce que j'ai un fléchisseur, je le peux parce que j'ai un fléchisseur et un extenseur, et que le fléchissement du fléchisseur est en permanence contrôlé par celui de l'extenseur. Y a-t-il un équilibre idéal ou je ne sais pas quoi? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est quand il est en route, les deux sont en route. Et là, c'est exactement pareil. Je crois qu'il n'y a pas véritablement une espèce d'équilibre idéal qui serait cette espèce de sérénité de la santé. Non, la santé, c'est juste qu'on sait faire avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, ça change tout le temps. Ça répond? Ça répond clairement sur ce point de vue-là. Il n'empêche que, avant de passer à la question de M. Pommier, je vais me permettre d'enchaîner sur la notion, on a une pathologie qui est l'allergie. Comment lutter contre elle? Est-ce qu'on lutte contre elle uniquement par des médicaments ou est-ce que la notion de rééduquer l'organisme a du sens selon vous? Comment on peut
Alors, guérir l'allergie de façon durable, rééduquer un système immunitaire face à un allergène. Alors c'est une question évidemment essentielle et extrêmement intéressante pour laquelle je vais avoir extrêmement pas de réponse pour une raison extrêmement simple. C'est que pour l'instant, les traitements allergiques, nous n'avons que des traitements symptomatiques. C'est-à-dire qu'on a les yeux qui coulent, on met des trucs qui empêchent les yeux qui coulent. On a des bronches qui se resserrent, on met des bronchodilatateurs. On ne sait réagir qu'à la réponse qu'à ce qui se passe. On a un choc anaphylactique, on va mettre de l'adrénaline qui va permettre d'empêcher la vasoconstriction, de faire la vasoconstriction. Donc, on ne peut réagir, les médicaments, ils ne servent qu'à compenser et contrôler les effets pathogènes qui ont été induits. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traitement étiologique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de véritable traitement? Parce qu'on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas quelle est la cause des allergies, on ne sait pas ce qui est vraiment à l'origine des allergies. On a compris un certain nombre de déséquilibres que j'ai essayé de vous décrire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est absolument déterminant sur lequel on peut jouer? On ne le sait pas suffisamment pour pouvoir agir. Alors on a les désensibilisations. Les désensibilisations, c'est une tentative d'agir en amont des symptômes, en essayant de faire en sorte que le système immunitaire réponde différemment et fasse plutôt une réponse de type immunité, disons, plutôt qu'une réponse de type allergique, on va dire, une immunité protectrice. En réalité, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, ça marche extrêmement mal, hein, ça marche. Plus exactement, ça marche seulement chez certains patients, ça a une durée d'efficacité qui est limitée, ça n'est pas dénué de risques et on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc, on sait très bien par contre que ce qu'on fait, c'est qu'on hyperimmunise le patient qui fabrique des tas d'anticorps qui répondent de façon très puissante. Alors, est-ce qu'on induit des cellules régulatrices en particulier? Est-ce qu'on induit des anticorps qui vont peut-être tout cela? Mais en réalité, c'est une démarche qui reste totalement empirique, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et la question, peut-on rééduquer le système? La réponse, on ne sait pas. La réponse est non, non parce qu'on ne sait pas. Ouais, effectivement, il y a peut-être un espoir d'arriver à ce genre d'approche avec une meilleure compréhension des mécanismes en jeu. Alors, je donne la parole à Jean-François, à moins que tu veuilles que je lise ta question, mais le mieux, ce serait peut-être que tu poses directement la question. Oui, j'avais une question très simple, étant papa de 3 petits-enfants. Les pédiatres recommandaient, il y a encore quelques temps, d'attendre pour introduire les arachides dans l'alimentation du bébé, croyant que cela prévenait les allergies. Est-ce qu'il y a réellement un rôle entre les arachides enfin un lien entre les arachides et les allergies? Et si oui, quel rôle les arachides exercent-elles? Alors, le rôle entre l'allergie et l'arachide, il est très simple. C'est que l'allergie à l'arachide est une des principales allergies alimentaires. Donc, le rôle, il est que l'arachide contient des tas d'allergènes qui sont extrêmement puissants et qui induisent des réactions allergiques lorsqu'on consomme des arachides. Ceci dit, lorsqu'on consomme des arachides sous certaines formes. Par exemple, les arachides qui sont bouillis, une fois bouillis, ont perdu leur allergénicité. Donc, il y a parce que les protéines qui sont responsables qui sont les allergènes sont détruits par la chaleur. Il y a beaucoup d'allergènes qui sont détruits par la chaleur. Beaucoup, il suffit souvent de traiter, de faire passer au micro-ondes quelque chose contre quoi on est allergique pour que l'allergie soit supprimée chez certains, soit diminuée. Donc voilà. Donc les allergènes sont là dans l'arachide. Est-ce que l'arachide joue un rôle dans le développement ou la prévention de l'allergie? Je pense que la réponse est non. Est-ce que c'est bien d'introduire tôt ou pas tôt de l'arachide? C'est la même chose que pour tous les autres allergènes. Et j'avoue que je ne suis parfaitement incapable de répondre parce que je ne suis pas clinicien et que je suis souvent quand même un peu fasciné par les injonctions qui ne sont pas contradictoires au même moment, mais qui sont contradictoires successivement, qui peuvent être données.
Hein, il y a des moments où on vous explique qu'il faut surtout pas, il faut éviter tout ce qui est allergène quand on est allergique. Et puis maintenant, on est plutôt d'avis qu'il faut au contraire exposer les petits-enfants plutôt aux allergènes et qu'ils vont mieux gérer les choses. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais simplement qu'effectivement, le point de vue des pédiatres, est variable. Donc, pour résumer, est-ce que l'arachide la prévention, manger des arachides, être exposé aux arachides quand on est petit peut prévenir les allergies? La réponse est non en ce qui concerne les allergies. Est-ce que ça peut aider à ne pas être allergique à l'arachide? Je ne sais pas, peut-être. Merci pour cette réponse très claire, selon moi. J'ai une autre question, encore une fois, de monsieur ou madame Audrin, qui est, je la cite, hein, une explication magique quant au déclenchement d'une allergie serait le stress. Et elle reconnaît bien volontiers qu'il s'agit là d'un mot valide. Je n'ai pas entendu quelle était l'explication magique. Alors, c'est le stress. Le stress. C'est un mot valise. Et quel est votre avis? La contribution d'un facteur environnemental, des facteurs environnementaux stressants dans l'apparition de l'allergie en général? Est-ce qu'on est dans un monde plus stressant qui conduirait à l'augmentation d'incidence de cette pathologie particulière? Ou est-ce que ce serait un cofacteur, un facteur aggravant la sensibilité à l'allergène ou favorisant le déclenchement de la réponse, la surréponse à la présence de cet allergène? Alors là encore, je vais être obligé de faire une réponse un peu générale. Il est de plus en plus clair que le système immunitaire et le système nerveux fonctionnent en étroite coopération. Au point d'ailleurs que certains proposent de décrire non plus un système immunitaire et un système nerveux, mais un système neuro-immunitaire. C'est-à-dire que ce serait finalement la même chose. De toute façon, ce qu'on sait, c'est que les neurones répondent aux cytokines, par exemple, et aux produits du système immunitaire, et les cellules immunitaires répondent aux neuromédiateurs. Et que ces cellules sont les unes et ensemble, et que donc, de toute façon, une réponse immunitaire est accompagnée d'une réponse du système nerveux, une réponse du système nerveux est accompagnée de réponse immunitaire. Donc, qu'il y ait une relation entre le stress étant un seul type de relation, je pense que c'est certainement, c'est sans aucun doute, bien entendu. Est-ce que le stress c'est suffisant pour déclencher? Ça, c'est une autre affaire à laquelle je ne saurais pas répondre. Évidemment, ça doit dépendre aussi de chez qui ça se passe et dans quelles conditions. Mais ceci dit, ceci n'est certainement pas quelque chose qui est propre aux réactions allergiques. C'est certain que c'est exactement la même chose pour les autres réactions du système immunitaire, quelles qu'elles soient, les réponses immunitaires en général. Donc, ça joue certainement aussi dans nos relations avec les microbes pathogènes, les microbes qui vont nous rendre malades, par exemple. Mais c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le développement des cancers, le développement. C'est-à-dire que si je vous ai proposé tout à l'heure que la maladie est un problème de relation, je l'ai mise entre le système immunitaire et l'environnement, et nous-mêmes. Mais je crois qu'il faudrait y ajouter en réalité les relations avec les autres systèmes biologiques et en tout premier lieu avec le système nerveux. Pour conclure, je crois qu'il faut tout simplement oublier cette notion de maladie psychosomatique. Toutes les maladies sont d'une façon ou d'une autre psychosomatiques, en ce sens que ça n'est pas le cerveau qui va être responsable de la maladie. Non, mais le cerveau contribue à la maladie d'une façon ou d'une autre, positivement ou négativement. Donc, nous n'avons qu'un seul organisme, nous n'avons qu'un seul corps. Et dans ce corps, le corps et le cerveau, c'est la même chose, ça fait partie de la même chose. Donc, oui, le stress peut jouer un rôle dans le développement d'allergies et de bien d'autres choses. Mais je vous ai montré aussi une image qui montre aussi que le microbiote est aussi impliqué dans la régulation, en particulier de l'humeur, et en particulier des syndromes dépressifs. Donc, vous voyez qu'il y a ce ménage à trois, là encore, hein, il y a les microbes, il y a le système nerveux, il y a le système immunitaire. Et tout ça fonctionne ensemble. Merci pour cette belle synthèse et puis cette proposition de conclusion. En tout cas, que je le comprends, je ne vois pas
Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas d'autres commentaires. Un grand merci pour toutes ces informations et la clarté de cette transmission d'informations sur un domaine qui est particulièrement complexe. Je le mesure régulièrement. Donc, merci pour ces éclaircissements.